Cette édition, ce 11 juillet, est marquée par la Journée mondiale de la population. C'est la ville de Dieukoué qui accueille les célébrations officielles en Côte d'Ivoire. Le thème de cette année 2015, les populations vulnérables dans les situations d'urgence. Plus de 40 000 visiteurs accueillis à la 3e édition des Journées ivoiriennes de la viande porcine et ses dérivés. Elles se sont tenues du 7 au 10 juillet. Le district autonome d'Abidjan se rapproche de ses partenaires européens. Il a ouvert une représentation à Metz dans le but de maintenir des contacts permanents avec ses principaux partenaires économiques. Merci d'être avec nous sur RTI 1 pour ce nouveau 13h. Je vous souhaite le bonjour. Le fondateur de la communauté Saint-Egidio, engagé dans le dialogue interreligieux dans le monde, a été reçu hier par le chef de l'État. L'entretien a porté notamment sur les futures élections, la culture du vivre ensemble et la paix en Côte d'Ivoire. Le point avec Jérôme Kofi Abola. Andrea Riccardi, hôte du président de la République Alassane Ouattara ce vendredi en fin de matinée, le fondateur de la communauté Saint-Egidio qui prône l'entente et la paix entre les religions, a eu plus d'une heure d'entretien avec le chef de l'État. Échange à l'issue duquel il a dit être heureux de retrouver sous la supervision du président Alassane Ouattara une Côte d'Ivoire en pleine reconstruction après des moments difficiles dus à la crise post-électorale. Pour nous, la Côte d'Ivoire, c'est un pays d'élection, car ici, c'est un laboratoire de ce que j'appelle, et que c'est mon idéal, la civilisation du vivre ensemble. Vivre ensemble entre Nord et Sud, et je veux souligner comme la Côte d'Ivoire a accueilli toujours populations différentes, vivre ensemble entre chrétiens et musulmans. Et vivre ensemble avec l'inclusion sociale, car c'est notre chapitre sur lequel Saint-Egidio est très engagé. Alors, pour moi, j'ai eu une heureuse occasion de rencontrer le président et de lui présenter les hommages de la communauté de Saint-Egidio et aussi de lui dire comme je vois la croissance et l'orgueil des Ivoiriennes, comme la croissance de la société et de l'économie et l'orgueil de l'identité de ce peuple est grandi dans les dernières années. Le président de la République, Alassane Ouattara, n'a pas non plus caché sa joie de revoir un ami et surtout un grand ami de la Côte d'Ivoire. Le professeur Riccardi est un grand ami de la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens, et il m'a fait l'honneur et le grand plaisir de venir me saluer. Et donc je voudrais, professeur, vous dire un grand merci pour cette visite et pour ce que Saint-Egidio fait sur la Côte d'Ivoire et dans le monde d'ailleurs, parce que votre contribution va au-delà de l'Afrique et nous sommes très reconnaissants pour tout ce que vous faites pour la paix, pour donc la convergence religieuse entre les peuples. La communauté Saint-Egidio en Côte d'Ivoire est reconnue comme une association publique de droit commun. Avec 1300 membres, elle est présente dans plus de 30 villes et communes et s'investit dans des services gratuits en faveur des plus démunis. Face à la presse hier vendredi, le Premier ministre ivoirien a fait le point des réformes pour l'amélioration du climat des affaires dans le pays. Daniel Cablon-Duncan a parlé de plus de 15 réformes allant de la dématérialisation des actes administratifs aux procédures de création d'entreprises qui ont été engagées. Alexis Ouedraogo. Avoir accès aux données administratives en temps et en heure sur toute l'étendue du territoire et même au-delà des frontières. C'est l'intérêt de la dématérialisation des procédures administratives. La gouvernance électronique va commander demain que vous puissiez avoir votre extrait de naissance sans avoir à aller dans le village de naissance. Que chacun puisse avoir accès aux services publics dans la même égalité et avec les mêmes performances. Le gouvernement a engagé des réformes pour rendre attractif l'environnement des affaires. Ce vendredi, Daniel Cablon-Duncan était face à la presse pour en faire le point. À ce jour, ce sont 15 mesures de réforme qui ont été engagées en vue d'impacter les entreprises désireuses de s'installer et celles qui le sont déjà. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda de réforme maintenant de l'année 2015, caractérisé fortement par la dématérialisation des processus administratifs, l'État a observé, et je voulais vous le signaler et souligner, la démarche suivante. Premièrement, la mise en place
du cadre légal et réglementaire des mesures de réforme par l'adoption de 13 textes, des ordonnances, des décrets et arrêtés. Deuxièmement, la mise en œuvre opérationnelle des réformes, dont celles relevant de la gouvernance électronique identifiée à l'agenda des réformes. Et troisièmement, la consolidation des réformes réalisées l'année dernière en fin de cycle Doing Business 2015. Faire que l'Ivoirien ressente la croissance économique du pays, c'est un défi de l'amélioration du climat des affaires. Une entreprise s'implante en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle emploie de la main-d'œuvre. Et cette main-d'œuvre, elle vient d'où? C'est donc des nationaux. Certains Ivoiriens disent on ne mange pas des ponts, on ne mange pas des routes. Mais on mange la banane, on mange l'igname. Mais l'igname, pour arriver chez vous ici, il faut bien que ça suive la route pour arriver ici. Vous savez que fois à Abidjan, vous avez besoin d'igname ici. Mais l'igname est en train de pourrir à Bondoukou. Parce qu'on ne sait pas qu'il y a suffisamment d'igname là-bas. Si on communique par la voie électronique dont je vous parlais, peut-être qu'on peut savoir qu'il y a l'excédent à Bondoukou, aller les prendre. Et qu'il y a peut-être de la banane du côté de Sandra, etc., etc. Du poisson aussi à Sandra. Ça, c'est important. Et ces réformes vont permettre d'améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Pour rappel, ce sont au total 25 mesures de réforme qui ont été réalisées entre 2013 et 2014. Elles ont permis à la Côte d'Ivoire d'améliorer de façon progressive son rang au classement Doing Business. Le pays figure d'ailleurs depuis ces 2 dernières années dans le top 10 des pays les plus réformateurs au monde. Les travaux d'extension et de modernisation du port autonome d'Abidjan démarrent dans 2 mois, donc en septembre prochain. La Chine apporte 460 milliards de nos francs pour la réalisation des travaux. L'accord de prêt a été signé hier entre les 2 pays. Le reportage est signé Adama Kone. Marée haute au port autonome d'Abidjan. La Chine et la Côte d'Ivoire embarquées sur le même bateau pour l'extension et la modernisation du port. Un partenariat qui vaut plus de 460 milliards de francs CFA à financer par Exim Bank Chine. Si l'accord de prêt a été conclu en décembre 2014, c'est ce jeudi 9 juillet que les 2 parties ont signé l'accord de mécanisme de remboursement, bouclant ainsi l'opération de financement. Les signatures de ce jour ouvrent la voie au premier décaissement des ressources du prêt Exim Bank Chine en vue du démarrage effectif des travaux au mois de septembre 2015. Ces travaux devront à terme permettre au port d'Abidjan de se positionner comme le leader des ports ouest-africains et centrafricains par la qualité des infrastructures d'accueil des navires dans les eaux ivoiriennes. La réalisation des travaux a été confiée à China Abu Engineering Company, une filiale du groupe China Communication Construction Company, une entreprise dont l'expérience n'est plus à démontrer dans l'exécution de travaux de plateformes portuaires, puisqu'elle conduit des projets dans plus de 80 pays au monde. La groupe CCCC est une groupe centrale très importante en Chine. Il assume beaucoup de responsabilités sur la construction nationale. Elle a au moins 3 filières ici présentes en Côte d'Ivoire. Et ces 3 filières, j'espère, jouent un rôle de plus en plus important dans les jours à venir. Au total, les travaux d'extension et de modernisation du port autonome d'Abidjan vont coûter 541 milliards de francs CFA, avec entre autres la construction d'un 2e terminal à conteneurs. Le prêt octroyé par Exim Bank Chine représente 85% de ce montant. Le solde de 15% sera pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Au bout de 4 ans, ces travaux remettront le port autonome d'Abidjan à flot pour de nouvelles conquêtes commerciales. Audition des militaires ivoiriens dans le cadre des enquêtes relatives aux exactions commises lors de la crise post-électorale. Selon le ministre de la Justice, c'est une procédure qui s'inscrit dans la droite ligne de l'objectif zéro impunité promise par le chef de l'État, Sylvie Touré. Le fait défraie la chronique et pourtant, il n'a rien d'inédit à en croire le ministre de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques. Selon Yenema Mamadou Koulibaly, la procédure à l'encontre de militaires dits proches du régime relève de l'évidence. La crise post-électorale, on ne peut le dénier également, a mis en première ligne des militaires, des miliciens, certains civils. Et donc, il ne peut pas être surprenant qu'aujourd'hui, la justice s'intéresse à toutes ces qualités de personnes. Et cela a été confirmé par le rapport de la Commission nationale d'enquête.
C'est d'ailleurs à la lumière des résultats de cette commission qu'agit la justice, et non sur la pression d'organisations internationales ou encore de la Cour pénale internationale, même si cette dernière s'est réjouie de l'instruction de ce dossier. Nous n'agissons pas sous la pression en Côte d'Ivoire. Notre justice fonctionne avec les moyens, les capacités qu'elle a. Et je pense qu'à ce jour, on peut considérer qu'il y a la capacité en Côte d'Ivoire. Vous avez entendu certainement sur une station de radio le porte-parole de la CPI qui reconnaît que jusqu'à aujourd'hui, ils n'en sont pas au stade où est la Côte d'Ivoire. Ils ont plus de moyens, ils ont plus de possibilités, mais nous avons fait beaucoup plus. Aucune saisine de la CPI n'a été faite en dehors des cas de l'ex-président Laurent Gbagbo, de son épouse et de Charles Blé Goudé. Pour ce qui est de la suite à donner à l'affaire des ex-Comzone et des autres militaires auditionnés, le ministre est formel. Ceux contre qui seront retenus des charges répondront devant la justice. S'il est avéré que des ex-Comzone ont effectivement commis des faits répréhensibles, ces ex-Comzone devront répondre devant la justice, comme nous l'avons toujours dit, sur les indications du chef de l'État. Il n'y a pas donc de protection en matière de justice en Côte d'Ivoire. Impossible pour l'heure de savoir les faits pour lesquels ces militaires sont entendus, secret d'instruction oblige. Mais le ministre promet, toute la lumière sera faite sur les exactions de la crise post-électorale au nom de l'objectif impunité zéro voulu par le président de la République. La journée mondiale de la population, c'est aujourd'hui 11 juillet. Les populations vulnérables dans les situations d'urgence, c'est le thème retenu cette année. Et ici en Côte d'Ivoire, c'est la ville de Dieucoué, dans l'ouest du pays, qui accueille les célébrations officielles. Herman Yamien. Plus de 50 millions de personnes dans le monde ont été contraintes de quitter leurs habitations du fait d'une situation de conflit ou de catastrophe naturelle. Les 3 quarts de ces personnes sont des femmes et des enfants qui, dans une situation d'instabilité de résidence, affrontent des risques de sévices, d'exploitation sexuelle, de violence, de maladies et de décès du fait d'une protection et d'une assistance inadéquate. C'est donc pour conjuguer toutes les énergies pour mettre fin aux situations d'urgence humanitaire que l'Organisation des Nations Unies a choisi comme thème les populations vulnérables dans les situations d'urgence pour cette célébration de la 29e journée mondiale de la population. La JMP 2015 nous invite conséquemment à accroître notre capacité à prévenir et à gérer les situations d'urgence humanitaire et à répondre davantage aux attentes de nos concitoyens les plus vulnérables. La Côte d'Ivoire non plus n'a pas été épargnée par les situations d'urgence humanitaire. Ces 15 dernières années, c'est près d'1 million de personnes qui ont abandonné leur résidence suite à l'éclatement des différentes crises qu'a connu le pays. C'est à juste titre que Dieucoué, une localité durement éprouvée par les différentes crises, a été choisie pour abriter la célébration nationale. Le renforcement progressif de la cohésion sociale, avec un impact visible, certes, mais encore fragile, mérite la poursuite des efforts du gouvernement et de ses partenaires. Le thème national de cette célébration est « Population vulnérable en situation d'urgence ». Quel mécanisme de prévention pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020 en vue de renouveler notre engagement? Les femmes unies pour l'appel de Daoukro sensibilisent les populations de la commune d'Abobo. Elles les ont appelées à se faire enrôler afin de prendre part au scrutin présidentiel d'octobre prochain. Marie-Christine Akpro, Thomas Guissambi. Plus que 2 jours avant la fin de la révision de la liste électorale, le mouvement des femmes unies pour l'appel de Daoukro n'est pas en reste pour amener le plus grand nombre de jeunes à s'inscrire sur la liste électorale. Pour ces femmes qui souhaitent voir le réaboutissement de l'appel lancé par le président Rico Nambédié depuis Daoukro, la révision de la liste électorale est un challenge à gagner. Dites-moi combien parmi vous se sont fait enrôler. Si vous ne l'avez pas fait encore, à compter de ce jour, jeudi 9 juillet 2015, au samedi, vous avez 3 jours pour le faire. Comme on le dit, mieux vaut tard que jamais. Allez dès aujourd'hui dans les centres les plus proches, munis soit de votre carte d'identité.
soit un extrait de naissance, soit un certificat de nationalité. Rien ne manque comme imagination à ces femmes pour arriver à leur fin. La sensibilisation en langue vernaculaire. Après une sensibilisation dans la plupart des communes d'Abidjan, le mouvement exhorte les Ivoiriens à se faire enrôler afin de faire un choix qui favorisera l'émergence de la Côte d'Ivoire. Le 22 juillet prochain, le président de la République sera en visite d'État dans le district du Woroba. Amadou Soumaoro est en tournée de mobilisation des populations, l'étape de Daloa avec Abou Sanogo. Amadou Soumaoro, coordonnateur général de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans le district du Woroba à la rencontre des filles et fils du Béri, du Bafing et du Worodougou résidant à Daloa. Objectif, sonner la mobilisation des ressortissants du Woroba d'une part et les mettre en ordre de bataille pour la réussite de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans leur région du 22 au 26 juillet prochain d'autre part. Le président mérite cet accueil chaleureux de notre région parce que le président a pensé aux fils de notre région. Et nous avons envoyé des messagers partout en Côte d'Ivoire. Nous avons envoyé des messagers à nos enfants, à nos frères d'Europe, afin que du 22 au 26, nous nous retrouvons tous pour faire allégeance au président Alassane Ouattara, pour dire au président, président, nous sommes avec vous, président, comptez sur nous, parce que votre deuxième mandat, nous vous le garantissons. Les ressortissants des régions qui composent le district du Woroba s'engagent à faire de la visite du président de la République une réussite totale. Toutes les régions sont en train de s'organiser, le Bafing, le Worodougou et le Béré, pour aller accueillir le président de la République. En tout cas, Daloa est mobilisé. À partir du 22, nous allons faire un convoi pour aller à Touba. De Touba, nous venons à Ségéla. De Ségéla, nous allons partir à Mankono. Le Woroba féminin est représenté à Daloa ici. Le président de la République, Alassane Ouattara, entamera une visite d'État à partir du 22 juillet dans la région du Bafing. Il sera le 23 juillet à Ségéla, le 24 à Mankono, le 25 à Kani et le 26 juillet à Ségéla pour le meeting final. Les journées ivoiriennes de la viande porcine et ses dérivés ont refermé leurs portes hier vendredi. Ouvertes depuis le 7 juillet, plus de 40 000 visiteurs y ont pris part. Le bilan de cette troisième édition avec Agénor Acré et Serge Colléa. Le hall de l'immeuble Kestab d'Abidjan Plateau n'a pas désempli 4 jours durant. Plus de 40 000 visiteurs, selon les estimations des initiateurs, ont pu apprécier les saveurs de la viande de porc. Le JPOC a été bien organisé. Je pense que ça doit se répéter chaque année pour que tous les Ivoiriens puissent connaître davantage la viande de porc. On est là, ça fait peut-être 2-3 heures de temps. On est en train de faire un effort pour déguster un peu tous les plats, pour avoir une saveur de tout ce qui se fait ici. Une gamme variée de mets et de produits, un large éventail d'exposants spécialisés dans différents domaines ont donné à la troisième édition des Journées ivoiriennes de la viande porcine et de ses dérivés tout son caractère d'activité économique et professionnelle. Bon, premier jour, ce n'était pas facile, mais les 3 autres jours, c'était bien. Ça a marché, c'était bien, la viande, ça va. Ça me fait beaucoup plaisir de vraiment venir ici, puis venir vendre à chaque année. En tout cas, si ça pouvait continuer pour toute la vie, en tout cas, je serais encore plus heureuse pour ça. Dans l'ensemble, ça se passe bien, ça se comporte bien, on a beaucoup de monde. Au moins, ça nous permet de faire connaître nos produits. Pour les initiateurs, ces journées ont permis aux éleveurs et aux professionnels de se familiariser avec les nouvelles techniques d'élevage. Les JPORCI 2015 ont été également l'occasion de tracer les objectifs pour l'avenir de la filière porcine. Nous avons constaté que le niveau de consommation s'est accru. Donc, de mieux en mieux, à travers la promotion, à travers ces journées-là, les gens se rendent compte que c'est une viande de qualité. Notre premier objectif, c'est rendre les élevages plus profitables. Deuxième objectif, démocratiser la consommation de la charcuterie en Côte d'Ivoire et de la viande de porc. Pour encourager les acteurs de la filière, les femmes de la coopérative Grâce Divine, spécialisées dans la vente de porc, ont reçu 50 blouses pour les aider à mieux exécuter leurs tâches.
Pour la qualité de ses produits, le prix Cochon Ivoire du meilleur éleveur a été remporté par Germain Naouya pour la 2e année consécutive. Une salle polyvalente inaugurée à l'École nationale d'administration ENA. La construction a pu être achevée grâce à un partenariat avec l'ONUCI et il est question d'offrir aux élèves de l'ENA des conditions d'études adéquates. Isaïo Adamagone. Un bâtiment flambant neuf R+1 comprenant une salle de formation et une autre pour la restauration. Fruit d'un projet mené conjointement par l'École nationale d'administration ENA et l'Opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONUCI. Ce bâtiment, inauguré en présence de la représentante spéciale du SG de l'ONU en Côte d'Ivoire et du directeur de cabinet adjoint du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, permettra d'améliorer les conditions de formation des étudiants de l'ENA. Cette salle est la bienvenue dans la mesure où elle augmente la capacité d'accueil de l'École nationale d'administration. Elle servira également de salle de restauration, parce que nous avons la salle polyvalente en haut, au premier étage, et le rez-de-chaussée servira de restaurant. La réhabilitation de la salle polyvalente de l'ENA par l'ONUCI répond à la requête d'améliorer les conditions et le cadre de formation des élites de l'administration publique ivoirienne et de ceux de la sous-région. Que ce bâtiment va contribuer significativement à l'amélioration de la formation de l'ENA. J'espère qu'on en fera bon usage pour, n'est-ce pas, donner la possibilité à tous nos donateurs de nous aider encore dans l'ensemble de nos projets que nous avons élaborés. La directrice générale de l'ENA a saisi cette opportunité pour faire des doléances au chef de la mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire, à savoir la modernisation et l'équipement de la nouvelle salle polyvalente, du centre médico-social, de la bibliothèque et de la salle multimédia de l'ENA. Elle a également souhaité la mise en place d'un partenariat entre les deux institutions dans le domaine de la formation. Des leaders syndicaux impliqués dans l'implantation de la couverture maladie universelle partout dans le pays, les organisations professionnelles de la fonction publique ont été formées sur les notions de base. Abou Sanogo. Organisé autour du thème pour une implantation plus grande de la CMU, couverture maladie universelle, quelle implication des leaders des organisations professionnelles de la fonction publique? L'atelier s'est déroulé sous forme de communication suivie de travaux en plénière. Les 58 participants provenant de 26 syndicats et associations ont donc traité des fondements de la mutualité sociale. À l'ouverture de l'atelier, le président de la plateforme des organisations professionnelles de la fonction publique, Nyanya Zadi Théodore, a révélé que la CMU est peu connue des Ivoiriens. Notre rôle en tant que responsables syndicaux, c'est de faire en sorte que cet instrument-là de prévoyance sociale, de couverture sociale, soit connu et mieux prise en compte par l'ensemble des populations. Pour que petit à petit dans notre pays, on ait une assurance maladie universelle, on ait une couverture sanitaire qui permet de dégager, nous fonctionnaires, d'un certain nombre d'engagements. Pour sa part, le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie, Karim Bamba, parrain de la cérémonie, a salué la rencontre qui, selon lui, va permettre d'échanger plus particulièrement sur les articulations des régimes de couverture offerts par la CMU et la MUGEFSI. La couverture maladie universelle est un besoin pour toute la population résidant dans notre pays, que ce soit les Ivoiriens ou les non-Ivoiriens. Donc nous devons tous contribuer au développement de ce projet qui est un projet vital pour l'ensemble de la population ivoirienne. La couverture maladie universelle tire son fondement des dispositions de l'article 7 de notre Constitution qui impose à l'État l'obligation d'assurer à tous les citoyens un égal accès à la santé. Nous sommes au 24e jour du Ramadan, mois de jeûne musulman, et la nuit du destin est prévue pour ce lundi 13 juillet. Comment préparer et passer cette nuit qui équivaut à 1000 mois d'adoration pour le fidèle musulman? Réponse avec l'imam de la mosquée du CHU de Treichville dans le reportage de Ami Sissoko. Laylatul Qadr ou la nuit du destin, c'est la nuit de l'exaucement des vœux. La dévotion à Allah au cours de cette seule nuit équivaut à 1000 mois d'adoration, soit un peu plus de 83 ans. Cette nuit-là, elle est très importante parce que Dieu va décider nous concernant pour un an. On ne sait pas ce que Dieu va décider
de positif, on ne sait pas ce que Dieu va décider de négatif. Donc la meilleure façon d'amener Allah à décider le meilleur pour nous, c'est de le supplier, c'est de le prier. Pendant cette nuit bénie, les fidèles musulmans se consacrent aux invocations, aux prières, à la récitation du Coran et aux supplications, avec pour seul objectif l'amélioration de leurs conditions sociales et spirituelles. Pour faire une bonne nuit du destin, il y a deux activités majeures. C'est la veillée nocturne et puis la retraite spirituelle. Au cours de la nuit du destin, il y a des prêches qui sont organisées, il y a des conférences qui sont organisées, donc il y a des enseignements à prendre. Mais il ne faut pas donner toute sa nuit à ces enseignements-là. Le reste de la nuit doit être consacré aux activités spirituelles. Laylatul Qadr, c'est aussi la nuit de la révélation et de la descente du Coran, le livre saint de l'islam selon la sourate 97. Cette nuit-là, l'invocation conseillée est celle-ci. Si tu vois la nuit du Qadr, il faut dire Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Seigneur, tu es le pardon. Tu aimes pardonner. Aussi, pardonne-moi. Donc, cette nuit-là, on doit invoquer cela en permanence afin d'implorer le pardon et la miséricorde de Dieu. La nuit du destin est dissimulée par Allah dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, précisément dans les nuits impaires, c'est-à-dire la 21e, 23e, 25e, 27e ou 29e nuit, afin que les fidèles musulmans s'adonnent avec détermination à la quête perpétuelle d'Allah. Officiellement, elle est célébrée la veille du 27e jour du Ramadan dans le monde. Le district autonome d'Abidjan se rapproche de ses partenaires européens. Il a ouvert une représentation à Metz, ville frontalière française de la Belgique, de la Suisse et du Luxembourg. Ce bureau doit permettre au district d'Abidjan de maintenir des contacts permanents avec ses principaux partenaires économiques. Mamadou Kouassi. Un bâtiment de 3 niveaux situé sur la rue Winston Churchill, un quartier chic de la ville de Metz, dans la région de Moselle, en territoire français. C'est ici que le district autonome d'Abidjan a décidé d'ouvrir une représentation européenne, sa toute première dans le monde. À travers l'ouverture de ses bureaux, le gouverneur du district autonome d'Abidjan veut se rapprocher de ses partenaires économiques. La Côte d'Ivoire vit dans ses locaux, vivra dans ses locaux pour se connecter à d'autres pays qui sont limitrophes à la France. Ici sera un lieu de partage des ambitions économiques, culturelles, éducatives et sportives. En un mot comme en mille, ici sera un lieu de promotion de la culture humaine. Robert Becré-Mombé soutient également que le partenariat avec des structures de développement permet à sa collectivité de bénéficier de plusieurs dons, notamment des camions pompiers et des livres. François Lavergne, vice-président du conseil départemental, salue le choix de sa région. Il affirme que tout sera mis en œuvre pour consolider leur collaboration. Plusieurs établissements universitaires et de formation professionnelle sont tout à fait prêts, et je salue à nouveau le représentant de l'université, à établir des relations partenariales avec leurs homologues ivoiriens, alors dans le domaine notamment de la construction, des travaux publics. Emmanuel Irio, chef de ce bureau, a été présenté aux autorités de la région de la Moselle, région frontalière avec l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg, des pays partenaires du district autonome d'Abidjan. Les études démographiques sont menées dans 14 districts de la Côte d'Ivoire. Il s'agit d'approfondir l'intégration économique sous-régionale pour une croissance forte et durable. Le reportage est de Kwadio Kwame. Le projet études monographiques et économiques des districts de Côte d'Ivoire est appelé à faire l'inventaire des contraintes, faiblesses et menaces, potentialités, atouts et opportunités des districts. Il est à présent question que les versions amendées de ces rapports provisoires soient confrontées en second ressort aux intelligences locales afin de garantir la fiabilité des informations qui y sont consignées. Ces études portent sur les ressources naturelles, les équipements et infrastructures, le développement socio-culturel, le développement économique, etc. Pour le directeur de l'aménagement du territoire et du développement local, la mise en œuvre de ces stratégies vise à renouer avec la croissance économique. Il appartient donc aux maires
conseillers généraux, directeurs régionaux et départementaux et gestionnaires de projets de se prononcer sur l'image de leur territoire. L'État de Côte d'Ivoire est présentement en train d'élaborer son deuxième plan national de développement. L'étude a été élaborée en ce qui concerne le diagnostic et avant de procéder à la définition des orientations, nous avons pensé qu'il était bon de présenter les résultats donc, de cette étude aux différents acteurs, aux élus, aux cadres et aux autorités préfectorales de ces territoires pour qu'on puisse s'accorder ensemble sur ce diagnostic avant donc de définir des orientations d'aménagement et de développement de ces territoires-là. La rencontre de Bouaké intervient après celle de San Pedro et de Gagnoua. En Grèce, les députés ont adopté hier nuit les réformes proposées par le Premier ministre. Le Parlement autorise donc Tsipras à négocier avec les créanciers. C'est un plan qui reprend tout de même les grandes lignes voulues par les créanciers d'Athènes. Et c'est la fin de ce 13h. Merci de nous avoir suivis. Très bon week-end à vous sur RTI 1.